Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le Mobile Point of Sale, un marché à haut potentiel. Émilie Casteran, CEO de U-Transactor à Paris. Un bon exemple, c'est les taxis, qui il y a encore quelques années acceptaient assez rarement la carte. Et maintenant, on voit des terminaux beaucoup plus design, beaucoup plus modernes, vraiment nouvelle génération, notamment tous les devices blancs de forme à peu près carrée qui ont été déployés par SumUp. C'est une bonne illustration. Derrière le terminal de paiement se cachent de nombreux acteurs souvent méconnus. Émilie a rempli notre contrat, décrypté avec clarté la chaîne de valeur du paiement et passé en revue les différents acteurs impliqués. Les utilisateurs des terminaux, les distributeurs, les fabricants, les acquéreurs ou encore les passerelles monétiques. Nous approfondissons 2 points en particulier, les structures de gouvernance et les certifications de U-Transactor. Ce fabricant de terminaux de paiement conçoit et produit des Mobile Point of Sale qui distribuent à travers le monde auprès d'acteurs comme des Payment Facilitators tels que SumUp, des banques, des acquéreurs ou encore des néobanques. Émilie nous livre en toute transparence la feuille de route définie par U-Transactor avec BlackFin pour les 3 prochaines années. Grâce à des partenaires solides comme ST Microelectronics et un focus sur la R&D, la société offre des terminaux de paiement performants, innovants et peu coûteux et conçoit des applications de paiement nécessaires à l'utilisation de ces machines. Avec l'essor d'innovations comme le paiement sans contact, l'offre s'est enrichie et permet de répondre aux besoins des clients distributeurs et en particulier l'offre clé en main et les solutions en marque blanche. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Émilie. Bonjour. Alors, je voulais te remercier du fond du cœur d'accepter de venir parler sur FinScale puisque tu reprends aujourd'hui après un congé mat. Donc, c'est vraiment sympa de nous accorder du temps. Et pour parler d'un sujet que j'ai pas du tout abordé sur FinScale, c'est pour parler des terminaux de paiement et donc de U-Transactor. Est-ce que je peux te demander de te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Émilie Casteran, je suis directrice générale de U-Transactor. Moi, j'ai 36 ans, j'ai une formation d'ingénieur. Et avant ça, j'ai fait l'essentiel de mon parcours chez Gemalto, qui a été racheté il y a quelques années par Thales. Mm-hmm. Donc, j'ai une expérience assez internationale. J'ai été basée à Singapour, aussi aux États-Unis, à Austin. Et évidemment, j'ai fait des étapes en France. Chez Gemalto, j'ai évolué principalement dans la BU Banking and Payment, en occupant différentes fonctions. Donc, j'ai notamment été en charge du business développement sur l'Amérique du Nord, de la stratégie digitale et d'innovation, ou plus récemment, des offres à destination des marchands et des payment service providers. Parfait. Donc, tu as rejoint U-Transactor il y a combien de temps ? L'année dernière. D'accord. J'ai été contactée par BlackFin, qui est l'actionnaire majoritaire de U-Transactor, avec l'opportunité de devenir DG de la boîte. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est très important pour moi aujourd'hui qu'on prenne le temps de bien comprendre avec toi, grâce à toi, tout cet environnement des terminaux de paiement, parce que ça reste quand même un secteur assez niche, opaque. Donc j'ai vraiment envie que tu nous expliques en fait comment ça fonctionne historiquement et peut-être nous expliquer comment ça a évolué et aujourd'hui qui sont les principaux acteurs, les principaux marchés et quels besoins servent ces acteurs. D'accord. Donc peut-être ce que je peux dire, c'est que ça a évolué de manière différente selon les régions, puisqu'on a des marchés assez matures comme l'Europe, les États-Unis qui sont venus finalement assez tard sur des standards comme l'EMV, et en parallèle peut-être des régions en développement comme l'Amérique du Sud qui finalement ont accéléré, ont innové super vite et adopté finalement certaines technologies, même avant les pays matures où il y avait déjà tout un écosystème d'acceptation en place. Donc nous aujourd'hui, U-Transactor, on est à 3 millions de terminaux déployés dans le monde entier, mais on est surtout présent sur 2 régions, c'est l'Amérique latine et l'Europe. Voilà, donc je pourrais tout à fait les comparer. Donc dans l'écosystème, il y a différents types d'acteurs. Donc déjà, les utilisateurs finaux des terminaux de paiement, ça va être des marchands, soit des grands acteurs de la distribution, on va avoir des Carrefour, des Sephora,
Pour eux, le besoin, c'est surtout de pouvoir supporter un nombre de méthodes de paiement, de protocoles assez important et aussi d'assurer une bonne intégration avec des systèmes complexes de caisse ou de fidélité. C'est pourquoi, en général, ils utilisent des terminaux plutôt traditionnels avec des grandes marques comme Ingenico ou Verifone. En parallèle de ça, il y a des millions de petits marchands, de TPE, PME, d'indépendants, voire même de personnes qui exercent des professions libérales, qui sont allés, notamment au cours des dernières années, plutôt vers des terminaux de paiement innovants, en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés vers des solutions traditionnelles déjà existantes comme celles que tu citais ? Parce que déjà, ils ont moins de contraintes, en fait, des besoins plus ciblés. Il y a des nouvelles offres aussi qui se sont développées au cours des dernières années, avec par exemple des pionniers comme SumUp ou Zettle, qui a été racheté par PayPal en Europe, et qui ont proposé des terminaux très design, vraiment faciles à utiliser avec une bonne expérience client. Aussi des modèles de tarification extrêmement lisibles, avec des coûts fixes très bas par rapport à ce qui existait avant. Et un process d'onboarding, là aussi, qui est extrêmement rapide, simplifié, et dans le cadre duquel un marchand peut être équipé d'un terminal en moins de 48 heures, finalement, là où c'était beaucoup plus lourd avant. Donc un bon exemple, c'est les taxis, qui, encore quelques années, acceptaient assez rarement la carte. Et maintenant, on voit des terminaux beaucoup plus design, beaucoup plus modernes, vraiment nouvelle génération. C'est notamment tous les devices blancs de forme à peu près carrée qui ont été déployés par SumUp. Voilà, c'est une bonne illustration. Alors, moi, j'ai vu émerger SumUp il y a quelques années. Je me suis quand même demandé pourquoi les producteurs et distributeurs traditionnels de terminaux de paiement n'avaient pas déployé des outils comme ceux-là. Qu'est-ce qui a fait que SumUp puisse réussir à percer dans cet environnement qui est quand même l'idée depuis des années par les mêmes acteurs ? Oui, tout à fait. Donc historiquement, le rôle de distributeur de terminaux, il était plutôt opéré par les banques qui ont pignon sur rue, mais aussi par des acquéreurs tels que Worldline, Elavon ou Nexi en Europe, avec, c'est vrai, finalement assez peu d'innovation, que ce soit dans les terminaux physiques ou dans le service qui est associé pour processer les transactions. Il y a quand même beaucoup de complexité derrière, notamment des contraintes de sécurité, des protocoles à supporter. On pourra y revenir. Et voilà, je pense que les pionniers comme SumUp, ils sont venus avec des produits avec une très bonne expérience client et des offres extrêmement simples, extrêmement lisibles, une bonne visibilité sur ce que ça allait coûter aux marchands aussi, et globalement voilà, des coûts fixes beaucoup moins importants. Quand tu dis beaucoup moins importants, c'est de quel ordre ? Avant, l'achat d'un terminal, ça pouvait coûter, on va dire, en termes d'ordre de grandeur, dans les 300 €, ou la location, ça pouvait coûter 20 à 30 € par mois. Là, le prix d'entrée pour un terminal comme ceux de SumUp, pour le marchand, ça peut être 10 €, 30 €, parce que ces terminaux sont en grande partie, le coût des terminaux est en grande partie sponsorisé par les distributeurs. D'accord. En fait. Voilà. Ok, alors ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux descendre une couche plus bas et nous expliquer, tu parlais de Worldline, tu parlais de Worldline qui est un distributeur de terminal de paiement et des producteurs, c'est correct ? Et un acquéreur. Non, des acquéreurs. Ils font acquisition et distribution. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre le producteur, on s'imagine tout ce que c'est, mais les distributeurs et les acquéreurs, est-ce qu'il y a d'autres acteurs également à considérer dans toute cette chaîne de valeur ? Oui. Donc effectivement, c'est vrai que c'est assez compliqué de comprendre toute cette chaîne. Donc le terminal, c'est la partie visible, on va dire, de l'iceberg, mais derrière, il y a tout le processing de la transaction. Donc l'acquéreur, il a vraiment un rôle central, puisque c'est lui qui est connecté au réseau de paiement, tels que Visa, Mastercard ou carte bancaire en France. C'est lui qui assure l'autorisation de la transaction et surtout la collecte des fonds. Donc, pour faciliter l'intégration entre le marchand et son terminal,
qui va être déployé par un distributeur et l'acquéreur. Il y a aussi un autre type d'acteurs qu'on appelle des passerelles monétiques qui peuvent faciliter aussi ce type d'intégration. Et comme tu le disais, après, il y a les fabricants de terminaux comme uTransactor ou à l'échelle globale, Ingenico. Parfait, merci beaucoup. Alors, et un autre point, puisque le paysage évolue très très vite, et on a vu il y a quelques années la mise en place de transactions dématérialisées dans les commerces. Quelle est la part de marché de ces nouvelles, enfin, quelle est la proportion de ces nouveaux types de transactions dans les transactions qui sont faites dans les boutiques, par exemple en Europe? Donc, dématérialisé, tu penses peut-être à des solutions comme Apple Pay, Exactement, des wallets. Ouais. Donc là, déjà, ça se joue plutôt du côté émission et non pas de l'acquisition. En fait, ce qu'on va retrouver dans un wallet, comme Apple Pay, Google Pay ou des équivalents à l'échelle domestique comme Paylib, c'est finalement une carte physique qui a été dématérialisée sous la forme de ce qu'on appelle un token. Qui est dans le smartphone de l'utilisateur. Voilà. Donc ça se joue plutôt côté émission. Et après, du côté de l'acceptation, ça correspond à des transactions sans contact. Donc on utilise l'antenne du téléphone. Voilà, ce qu'on appelle aussi la technologie NFC. Donc aujourd'hui, la majeure partie des terminaux en Europe, plus de 95%, supportent le sans contact. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on a un bon niveau d'acceptation. Et voilà. Après, les terminaux nouvelle génération, comme ceux de uTransactor, ils vont permettre aussi d'accepter d'autres méthodes de paiement, par exemple basées sur le QR code. Comme Alipay, en pouvant afficher un QR sur l'écran, le grand écran du terminal. D'accord, parfait. Alors, tu parlais tout à l'heure des certifications. De quelles certifications on parle quand il s'agit des terminaux de paiement? Et vous, en tant que fabricant de terminaux de paiement, est-ce que vous avez besoin d'être agréé par un organisme tel que l'ANSSI? Alors, en ce qui concerne les paiements, en fait, les structures de gouvernance s'appellent PCI, Payment Card Industry, ou IMVICO. L'ANSSI, donc, qui est une agence française pour la sécurité des systèmes d'information, elle n'intervient pas directement. Donc c'est vraiment PCI et IMVICO, avec derrière les principaux réseaux de paiement internationaux comme Visa, Mastercard, Amex, Discover, qui définissent des standards de sécurité avec lesquels il faut s'aligner. Donc PCI va plutôt se concentrer en fait sur la sécurité de l'information et des données dans ces standards, là où IMVICO va se focaliser plutôt sur des problématiques d'interopérabilité ou le fait de rendre les données inutiles si, par malchance, quelqu'un pouvait être amené à y accéder. Donc c'est vrai que c'est assez lourd et c'est très exigeant comme cadre de sécurité. Tu peux nous donner des exemples de ce qui vous est imposé? Oui, donc il faut être à la fois agréé en tant que fabricant de terminaux et aussi faire certifier nos produits. Il faut passer des certifications EMV, L1, L2, à la fois pour pouvoir processer des transactions contact et sans contact. Pour le sans contact, il y a même des variantes pour chaque réseau de paiement. Et enfin, il y a encore un niveau de certification EMV qu'on appelle le L3 qui se fait vraiment sur toute la chaîne jusqu'à l'acquéreur. Voilà. Alors, j'imagine que c'est pour pallier à certains risques. Est-ce que tu pourrais nous expliciter certains des risques qu'on prend en fait quand on paye via ces terminaux de paiement, que ce soit en boutique ou dans la chaîne de valeur? Donc aujourd'hui, finalement, le taux de fraude sur les paiements de proximité, il est extrêmement bas. Il est pas nul, mais il est vraiment très très bas, notamment parce qu'il y a une authentification du porteur avec la carte ou avec un deuxième facteur qui peut être un code, une signature ou de la biométrie. Donc aujourd'hui, il y a assez peu de fraude, mais il faut quand même répondre à ces standards. En fait, au niveau du terminal de paiement, il y a assez peu de risques, puisque finalement, un terminal à lui seul va processer un nombre limité de transactions. Il y a beaucoup plus de risques au niveau, par exemple, du serveur d'un acquéreur qui, lui, va voir des volumes de transactions beaucoup plus importants passer.
Mais les terminaux doivent répondre donc à des exigences très fortes. Ils possèdent une sécurité active, à la fois pour contrer des attaques physiques sur le terminal, mais aussi logiques, donc pour réduire ce risque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une recrudescence ces dernières années où finalement les terminaux de paiement sont encore plus sûrs maintenant qu'auparavant ? Non, ça a toujours été sûr. Pendant longtemps, il y a eu un peu une résistance vis-à-vis du sans-contact, où on imaginait que ça allait faire décoller la fraude de manière massive. Et finalement, c'est pas ce qui a été observé. Et je pense que récemment, la crise du Covid a aussi favorisé l'adoption des transactions cashless ou sans contact, et avec un nombre encore plus important d'adeptes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, c'était un éclairage très intéressant. Merci d'être resté simple, parce que ça peut devenir relativement complexe. Tout à fait. Alors, si on parle de YouTransactor, alors moi j'aimerais que tu nous présentes bien sûr ce que vous faites, mais j'aimerais savoir, parce que tu es arrivé assez récemment, comme tu l'expliquais, comment est-ce que ça se passe quand on rejoint une firme qui existe déjà depuis un certain temps, et voilà, quelle est ta feuille de route pour ces prochaines années ? Donc YouTransactor, c'est un des leaders sur le marché des terminaux de paiement mobile. Voilà. Ce qu'on appelle aussi des mobile POS ou MPOS. POS, ça veut dire point of sale. Donc on est vraiment sur du paiement de proximité avec des terminaux innovants, nouvelle génération, très compacts. Donc effectivement, moi j'ai rejoint la société l'année dernière. J'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de rejoindre une structure à taille humaine après avoir été dans des grands groupes, et une structure aussi très dynamique. YouTransactor a été fondé il y a une dizaine d'années par des anciens de l'équipe de management d'Ingenico. D'accord. Il y a 2 des cofondateurs qui sont toujours présents dans l'équipe de management, avec Grégory Mardignon, qui est notre CTO. C'est quelqu'un qui a un domaine d'expertise qui est extrêmement vaste, vraiment quelqu'un de brillant. Et aussi Philippe Serrier, notre CFO. D'accord. Et puis il y a Serge Ragozin, qui est l'ancien patron d'Edenred, qui a été mandaté par Blackfin pour superviser plusieurs de leurs participations. D'accord. Donc je travaille avec des gens qui sont vraiment seniors, qui ont une connaissance extrêmement pointue de l'écosystème des paiements, et qui ont aussi su tisser des relations vraiment très fortes avec des partenaires, tant du côté des clients que des partenaires industriels. Et ça, c'est très important. Donc pour ma part, moi, mon rôle, c'est vraiment d'insuffler une dynamique, de définir et d'exécuter une stratégie de croissance sur la base d'un business plan à horizon 3 ans. C'est comme ça qu'on travaille. En définissant quelles sont nos priorités en termes de géographie, de segments clients sur lesquels on veut accélérer, et de m'assurer que notre feuille de route côté R&D, elle est bien en adéquation avec ces priorités business. Et le dernier volet qui est assez important, c'est un volet aussi de communication pour soutenir cette croissance vis-à-vis du marché, des investisseurs, mais aussi des clients, des partenaires. D'accord. Et également en interne, parce que qui dit une croissance et de l'ambition dit aussi de mettre en place la bonne organisation derrière pour supporter cette croissance. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, si on regarde plus en détail les produits que vous proposez, tu pourrais nous expliquer en gros les différentes solutions que vous proposez et approfondir sur la marque blanche. Ça m'intéresse que tu nous détailles ça. Et après, je continuerai sur une question que j'ai qui m'intéresse. Vas-y, je te laisse poursuivre sur tout ce qui est produits et solutions. Donc voilà, on est vraiment sur des terminaux mobiles, typiquement au format de poche, avec des variantes en termes de connectivité, puisque nos appareils vont fonctionner soit appairés à un smartphone, soit de manière autonome en se connectant au Wi-Fi ou au réseau 4G, typiquement. Nous, notre objectif, notre positionnement, c'est vraiment de proposer des produits ultra design, très innovants, mais aussi très performants, avec une grande facilité d'usage, à un prix très compétitif. Et ça aussi, c'est un facteur important, puisque comme je le disais, nos clients, qui sont les distributeurs, ont besoin d'avoir des produits à un coût abordable pour continuer à se développer. La marque blanche, c'est aussi un différenciateur majeur de YouTransactor.
puisqu'on a d'une part un produit de référence sur étagère qu'on appelle le YouCube Touch, qui est vraiment tout petit, super sympa, qui fait la moitié de la taille d'un smartphone. Donc qu'on peut commercialiser en tant que tel, mais on a aussi des clients qui veulent imprégner leur propre marque, faire vraiment un produit à leur image, et voilà, nous on les aide à transformer en gros à exécuter le produit de leur rêve en fait, et en faire une réalité, tout en respectant notamment les contraintes de sécurité dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Alors, il y a quelque chose que j'ai vu en préparant cette discussion, c'est que vous faisiez des chips et des payment modules tailor-made. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a nécessairement besoin d'être sur mesure ? Donc déjà, le client, quand il vient nous voir, en général, c'est pas toutes les fintech, etc., sont pas des expertes du terminal physique. Et ce qu'elles ont vraiment en tête, en général, c'est plutôt le design externe du produit. Donc, on peut être des fois sur des choses extrêmement pointues en termes de spécifications. Et voilà, nous, notre rôle, c'est d'en faire une réalité, enfin, quelque chose de viable en tant que solution d'acceptation. Et dès qu'on touche au design externe, ça va aussi avoir un impact sur tout l'électronique et la sécurité de l'appareil. Donc même si évidemment on capitalise sur nos actifs techno, sur une base commune, il y a en général pas mal d'adaptations à faire. D'accord. Et U-Transactor se différencie en ayant une grande expérience dans ce domaine et en étant aussi très agile, parce qu'en général nos clients ont aussi un objectif de time to market assez précis en tête. Donc la partie chip, là aussi c'est un composant sur lequel on se différencie, puisqu'on a travaillé avec un de nos partenaires stratégiques qui est ST Microelectronics pour concevoir un module, un microprocesseur dans lequel la sécurité en fait est gérée de manière logique, et on utilise en fait un chip qui est générique en fait, qu'on trouve assez facilement, on va dire, qui peut être utilisé même dans des lave-linges, pour nous en faire finalement un module ultra sécurisé pour du paiement. Voilà. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vois que j'allais te poser une question, mais tu y as déjà pas mal répondu. C'est toute la chaîne de valeur. On va peut-être pas toute la refaire. En revanche, ça m'intéresserait que tu nous expliques comment vous intégrez un nouveau client, comment ça se passe de manière très concrète. Tu disais que c'était un des différenciants par rapport aux acteurs plus historiques. C'était, tu disais, le prix, mais également l'onboarding. Comment ça se passe quand on fait un onboarding? Alors, quand je parlais d'onboarding, je parlais vraiment de l'onboarding du marchand, D'accord. du KYB, etc. Et cette partie-là, c'est pas chez nous vous qui la gérons. D'accord. Voilà. En revanche, il y a une vraie problématique d'intégration, puisque le terminal, c'est juste un aspect. Derrière, il faut développer une application de paiement qui est en ligne avec les spécifications de nos clients. Donc, en général, on les accompagne beaucoup là-dessus, voire on le fait pour eux majoritairement. Après, nos clients sont plus ou moins autonomes. Il y en a qui ont déjà sélectionné des partenaires, notamment du côté acquéreur ou des passerelles monétiques. Mais ce qu'on voit de plus en plus, notamment en Europe, c'est des clients qui viennent vers nous en attendant vraiment une solution clé en main. Et ça, c'est un sujet sur lequel on veut travailler. Non seulement avoir des terminaux en marque blanche, mais finalement toute la solution, toute la chaîne de valeur. Ce que j'allais te dire, finalement, comme c'est un marché qui est assez opaque, les gens ne savent pas forcément qu'il faut un acquéreur. Tu pourrais peut-être nous prendre un exemple avec un des clients. D'accord. Pour expliquer comment vous avez onboardé ce client-là et comment vous avez répondu aux différentes spécificités que tu as citées tout à l'heure. Donc aujourd'hui, voilà, on a des clients qui sont soit très autonomes et qui ont besoin seulement du terminal, d'autres où il faut les guider. En général, ils savent quelles sont les briques qui sont nécessaires, mais ils savent pas forcément comment s'y prendre. Donc nous, on a déjà des partenaires du côté des passerelles monétiques et des acquéreurs. Là, on travaille vraiment pour avoir une solution complète sur étagère avec un partenaire. On va les guider, on va les aider à développer ou à adapter notre application de paiement pour qu'elle corresponde à leurs besoins. On va aussi les accompagner sur tout le process d'intégration et de certification. Les guider. Parce qu'eux doivent se faire certifier ?
Pas eux, mais il faut certifier toute la chaîne en fait. D'accord. Donc le produit, s'il y a des adaptations qui ont eu lieu et si c'est pas un produit sur étagère, peut-être repasser des certifications PCI notamment, et après faire cette certification de niveau EMV L3 jusqu'à l'acquéreur. D'accord. Voilà. Alors, si on peut peut-être avoir une vision un petit peu plus claire des clients qui vous utilisent, parce que vous avez des clients un peu partout dans le monde, et si tu pouvais nous les décrire par zone géographique. Voilà. Ça, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et peut-être de comparer un peu ce qui se passe dans les différentes régions. Donc, en Amérique du Sud, finalement, tous les acteurs de l'écosystème de paiement sont des distributeurs de MPOS. Le MPOS représente plus de la moitié des déploiements chaque année, donc on n'est pas du tout sur un marché de niche, c'est vraiment mainstream. Et que ce soit les acteurs historiques, les acquéreurs historiques, ou les fintech, les marketplaces dans la région ont toutes des projets MPOS. En Europe, il y a eu des pionniers, on en parlait tout à l'heure, comme SumUp et Zettel. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de place pour avoir plus de concurrence ou d'innovation sur le paiement de proximité. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec des fintech, ce qu'on appelle des payment facilitators comme SumUp, soit des acteurs à l'échelle régionale, globale ou parfois à l'échelle domestique aussi. On travaille évidemment avec les acteurs historiques, des banques, des acquéreurs qui veulent développer leur offre de produits MPOS face à la concurrence des nouveaux acteurs. Les autres segments qui sont vraiment intéressants, c'est aussi les néobanques qui ont beaucoup développé leur gamme d'offres à destination des SMI au cours des dernières années, à destination des professionnels. Oui, tout à fait, oui. Et qui, pour la plupart, justement, ne veulent pas aller devenir des experts du terminal de paiement et attendent justement, particulièrement en Europe, des offres clés en main. Mm-hmm. Donc on a vraiment identifié ce besoin-là, c'est un gros focus pour nous. Même chose du côté des PSP, les acteurs qui sont plutôt positionnés sur le online et qui ont une croissance tellement forte en fait sur le online qu'ils ont assez peu de place dans leur roadmap R&D pour travailler sur le paiement de proximité. Eux aussi, ça les intéresse de pouvoir construire une vraie offre omnicanal en ayant une solution de terminal clé en main. Et puis aussi, voilà, les marketplaces, tous les fournisseurs aussi de solutions de systèmes de caisse qui veulent compléter leur offre avec du paiement. Voilà, on discute avec tous ce type d'acteurs. Avec des lancements importants à venir dans les tout prochains mois. Je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir en parler. Faut laisser la primeur à nos clients. Mais voilà, donc on va voir des gros acteurs en Europe se lancer avec des offres très innovantes en termes de terminaux dans les prochains mois. Top. Alors tu disais que dans tout ce qui est LATAM, c'était très développé. Comment est-ce que vous vous faites connaître et comment... Oui, comment les établissements qui ont besoin de vos services, enfin en tout cas de votre produit, en entendent parler? Parce que c'est quand même très novateur. Oui. Donc, surtout pour U-Transactor, pour mettre les choses en place. Et aujourd'hui, c'est une société de 30 personnes, finalement, basée à Paris. Donc, le fait d'avoir une forte présence en Amérique du Sud, c'est vraiment un beau succès. Ça a commencé avec un premier client, une première référence qui était SumUp. Mais aussi, maintenant, on a vraiment une grande crédibilité sur la région. On est en contact avec tous les grands acteurs du marché, à commencer par le Brésil. Et maintenant, on essaie de se développer dans tous les pays de la région. Quels ont été les liens et les passerelles de l'équipe qui a déployé en LATAM Comment on a abordé le marché LATAM? Oui. Comme quand on veut faire du bizdev sur un nouveau marché, d'abord on identifie vraiment qui sont les comptes, les grands comptes qu'on veut cibler, les grands distributeurs, et on s'assure de pouvoir répondre à leurs besoins, ce qui était le cas. D'abord le bon produit, évidemment. Et après, c'est un travail qui s'est fait, on va dire, sur les 2 dernières années, en fait, de prise de contact, de démarchage. Parfois, c'est des cycles de décision qui sont un peu longs du côté des clients, mais aujourd'hui, ça commence à payer. Une décision, moi, que j'ai prise cette année, et c'était une première pour U-Transactor, c'est d'avoir un commercial qui était basé là-bas,
aussi au Brésil, qui a apporté aussi sa propre connaissance du marché, une proximité aussi au niveau culturel et son propre réseau. Voilà. En Europe, là aussi, de par le réseau de toute l'équipe de management, mais aussi l'appui de Blackfin, on a des relations à la fois avec les acteurs historiques et tout l'écosystème fintech. Ce qui nous manquait, c'était vraiment cette offre clé en main. Aller au-delà du terminal pour le marché européen, parce qu'il y a vraiment ce besoin d'avoir la solution complète, acquisition comprise. Et ça, c'est un point sur lequel on travaille pour pouvoir adresser plus de clients en répondant à leurs attentes en termes d'efforts d'intégration. Il faut qu'ils soient minimaux et de time to market. Parfait, merci. On peut juste parler un peu de Blackfin. Donc, tu as expliqué que c'était l'actionnaire majoritaire. Quel est le soutien que vous apporte Blackfin et le soutien qui a été apporté ces derniers mois et que le fonds va vous apporter dans les prochaines années? Donc ça a été évidemment un soutien financier pour permettre à la compagnie de se développer. Oui. Je pense aussi c'est une vision qui est partagée concernant le potentiel de YouTransactor et une ambition pour la société. Ça, c'est important. Grâce à Blackfin aussi, on a une connaissance qui est vraiment excellente de l'écosystème européen. Il y a beaucoup d'experts dans les équipes Blackfin et un réseau. Voilà. Parfait, merci. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais quand même nous résumer les prochaines étapes pour vous ? Oui, donc nous, voilà, on travaille aujourd'hui principalement pour accélérer en Europe sur une offre en marque blanche qui irait au-delà du terminal. J'ai beaucoup insisté sur ça aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet majeur du moment. Un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est le soft POS, en fait. C'est la capacité d'accepter, en fait, des transactions sans contact sur un smartphone Android commercial, en fait, qu'on trouve n'importe où, en fait, notamment les dernières générations. On a remarqué qu'il y a beaucoup de nos clients qui cherchent à faire des projets qui combinent à la fois du mPOS et du softPOS. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille en termes de synergie avec un partenaire. Que tu peux citer ? Pas encore. Tu peux rien nous dire. Désolée. Et voilà. Et puis continuer notre développement côté business dans les géographies LATAM, Europe. Ça reste notre focus et sur les segments clients que j'ai évoqués précédemment. Pour conclure, quel livre tu nous recommandes ? Alors là, je suis en train de terminer Banking on It. En fait, Dan Boden, qui est la fondatrice et CEO de Starling Bank. Tout à fait. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment elle a construit sa vision de la banque de demain avec Starling, sur la base de ses expériences, aussi parfois de certains échecs, des rencontres. Et j'aime bien le personnage. C'est quelqu'un qui a des prises de position assez fortes vis-à-vis du régulateur ou sur la manière dont elle veut gérer la croissance de Starling en ayant une croissance profitable, maîtrisée. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. C'était très clair. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.